Akram Belkaïd vient, bonsoir à tous et toutes, de coordonner un numéro de Manière de voir intitulé « Le Maghreb en danger » et qui propose un sommaire, je veux le dire d'emblée, d'une grande richesse. J'en ai lu déjà une bonne partie et je vous le recommande vivement. Et il est bien dans l'esprit du bimestriel du monde diplomatique, c'est-à-dire, comment dirais-je, la volonté à la fois d'être dans l'actualité, mais d'inscrire cette actualité dans la longue histoire, et en l'occurrence à travers toutes ces dimensions entrelacées. De toute évidence, quand on parle du Maghreb en danger, je ne crois pas dépasser la pensée d'Akram, le principal danger pour l'instant, c'est la tension entre le Maroc et l'Algérie. Et si les généraux algériens l'utilisent évidemment, cette tension, pour faire diversion face au mécontentement populaire, la montée de cette tension s'explique aussi par l'agressivité du Maroc depuis la signature des accords dits d'Abraham. En un an, cette signature a permis au Royaume d'obtenir la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental et lors de la visite officielle du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, de signer un accord dit de défense entre le Maroc et Israël. Mais je crois que l'inquiétude quant au rapport entre les deux grands voisins du Maghreb s'enracine aussi dans la longue histoire qui les a vus notamment s'affronter à peine un an après l'indépendance de l'Algérie, au terme de 132 ans de colonisation, dont 8 ans d'une terrible guerre de libération contre la France. Alors pourquoi ce long bras de fer? Quels en sont les principaux facteurs historiques, économiques, politiques, stratégiques? Quelle place y tient l'impasse du processus d'autodétermination des Sahraouis? Quel rapport entretient-il avec la confiscation de la démocratie à laquelle aspirent les mouvements populaires puissants dans tous les pays du Maghreb, on peut dire? Quel rôle jouent les puissances étrangères? Je pense aux anciens colonisateurs français et espagnols, mais aussi évidemment aux États-Unis, à la Russie, à la Chine et, je l'ai dit, à Israël. Pour réfléchir à toutes ces questions, nous avons invité ce soir 3 experts que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans des midis de l'IREMO. Akram Belkaïd, donc, puisque c'est lui qui a coordonné le numéro qui nous réunit, journaliste, essayiste franco-algérien. Il travaille au monde diplomatique, il collabore aussi avec le site Orient 21. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont récemment l'Algérie en 100 questions, un pays empêché, chez Taillandier en 2020, ainsi que, j'aime bien le rappeler, un recueil de nouvelles sur le monde arabe à la veille de l'invasion de l'Irak en 2003. Le recueil s'appelait Pleine lune sur Bagdad, chez Éric Bonnier en 2017. Sophie Bessis est historienne et journaliste. Elle a été rédactrice en chef de plusieurs publications avant de devenir consultante auprès d'organisations internationales. Elle a enseigné à l'INALCO et à Paris 1. Elle a écrit une douzaine d'ouvrages sur le développement, sur le Maghreb, sur le monde arabe, ainsi que sur la condition des femmes dans ces deux régions. Ses derniers livres sont Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, chez Taillandier en 2019, et Je vous écris d'une autre rive, Lettre à Hannah Arendt, chez Elisade en 2021. Enfin, Halim Rabeh, journaliste marocain exilé en Espagne, il est un ancien rédacteur en chef du journal hebdomadaire, il a créé l'hebdomadaire Demain, et il travaille comme correspondant au Maghreb pour le quotidien espagnol El Mundo. Il s'est rendu, c'est bien connu, et ça lui a valu beaucoup d'ennuis, dans les camps de réfugiés de Tindouf pour interviewer à l'époque l'ancien secrétaire général du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz. Alors, vous connaissez tous les 3 la règle du jeu. Vous avez chacun une quinzaine de minutes, maximum, disons, pour introduire ce débat. Et puis, nous aurons tous ensemble 1h15 pour discuter entre vous, rebondir sur ce que vous aurez dit, mais aussi répondre aux questions des participants, dont Joanne Deas, notre coordinatrice de l'IREMO, nous transmettra par écrit les questions. Donc, si cette règle du jeu vous convient à toutes et tous, je donne la parole à Akram. C'est à toi. Merci Dominique, merci à l'IREMO d'avoir organisé cette rencontre, en espérant que dans quelques temps, on pourra se réunir de manière non distancielle. Inch'Allah, on dit. Inch'Allah, oui.
tu citais l'ouvrage du titre, le titre de l'ouvrage que j'ai consacré récemment à l'Algérie, hein, l'Algérie empêchée, le pays empêché. Je pense que c'est un titre qui aurait pu aussi très bien convenir au Maghreb. On aurait pu appeler ça le Maghreb empêché parce que je commencerai par cela, étant maghrébin, ayant des liens familiaux à la fois en Tunisie et au Maroc, mais étant né en Algérie, j'ai toujours baigné dans je dirais, cette espérance maghrébine. C'est un discours auquel les gens de ma génération, c'est-à-dire les gens nés après l'indépendance, on l'a entendu. On l'a entendu et notamment, il était le fait de militants, de gens qui ont milité pour l'indépendance des trois pays du Maghreb, qui se sont beaucoup investis là-dessus et qui avaient, lorsqu'ils militaient, je dirais, une espérance d'union. Alors, sous des formes à préciser, mais en tous les cas, il ne s'agissait pas d'un vain discours ou d'une simple fabrication intellectuelle ou même d'un discours d'inspiration néolibérale comme on a pu le voir émerger dans les années 70-80 à propos des zones de libre-échange ou des intégrations économiques. Aujourd'hui, la situation, on est bien loin d'une union, tout le monde le sait, c'est dit, c'est répété. L'Union du Maghreb arabe qui a été proclamée en 1989, en février 1989, qui regroupait le Maghreb central, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mais aussi la Mauritanie et la Libye. C'est l'usage que de le dire aujourd'hui, c'est une coquille vide. C'est-à-dire, c'est une institution qui fonctionne absolument plus ou presque plus, qui n'a pas à son actif de grandes réalisations et qui est, comme tu l'as dit, Dominique, en préambule, qui est paralysée, elle aussi, par ce contentieux algéro-marocain dont on pensait qu'il pouvait être dépassé à la fin des années 80, voire dans les années 90, mais il n'en a rien été. Et effectivement, c'est ce qui ralentit, a longtemps ralenti le processus, je dirais, de rapprochement, d'intégration à la fois économique, politique, culturelle, mais qui aujourd'hui, ce blocage s'est aggravé. C'est aggravé parce que on est dans une situation assez critique. Les situations internes des deux pays, mais aussi leurs relations, font qu'on est à juste titre inquiet. Alors, on est inquiet pourquoi? Parce que au cours de la dernière décennie, on a vu les relations entre les deux pays se dégrader. On n'a pas eu d'initiative majeure en termes de rapprochement. Les reproches d'une capitale à l'autre fusent. Une certaine presse des deux côtés de la frontière jette de l'huile sur le feu. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que beaucoup de manipulations, de haine, de torrents de boue sont déversés, incitant à la détestation de l'autre. Et donc, on essaye de faire fi de la géographie, qui est que quand votre voisin est là, on ne peut pas s'en débarrasser. Je veux dire, l'Algérie et le Maroc sont voisins et ça ne sert à rien de faire croire que c'est en s'ignorant l'un et l'autre que les problèmes bilatéraux seront résolus. Alors, là où les choses se sont compliquées, c'est que il y a eu un effort d'armement des deux côtés depuis une dizaine d'années. Et puis, il y a aujourd'hui cette nouvelle donne qui est que l'administration Trump a modifié les équilibres régionaux en rompant avec je dirais, une position traditionnelle des États-Unis qui était que même si ils considéraient que le Maroc était leur allié, jamais aucune administration auparavant n'était allée jusqu'à remettre en cause la question du processus, je dirais, géré par l'ONU à propos du Sahara. Donc l'administration de Trump a reconnu la marocanité des territoires de l'ex-Sahara occidental, ce qui pour les Algériens constituait un premier désaveu. Et le deuxième grand problème aujourd'hui bilatéral est ce partenariat noué entre le Maroc et Israël, qui est apparenté à une vraie, je dirais, menace
et d'une certaine manière, on peut discuter là-dessus. Ce n'est pas simplement des paroles en l'air, ce n'est pas simplement, je dirais, de la paranoïa. Il est évident que pour les autorités algériennes, l'Algérie étant l'un des pays qui demeure dans le monde arabe à refuser toute normalisation avec Israël tant que la question palestinienne ne sera pas résolue, ça s'apparente, donc ce partenariat israélo-marocain s'apparente à une menace. Donc là, il y a un vrai souci, on a vu monter. Excuse-moi, Akram, tu disais pas de paranoïa, il y a un accord militaire Bien sûr. entre Israël et le Maroc. C'est quand même un fait sans précédent dans l'histoire même du Maghreb. Bien sûr, et donc quand vous avez une puissance hostile qui vous est par définition hostile à vos frontières, cela donne du crédit à un régime algérien qui est bien content de mettre ça en avant alors qu'il a été contesté pendant plusieurs mois, durant une année et demie par la population, en tout cas par une partie de la population durant le Hirak, lequel Hirak s'est arrêté à cause de la pandémie, mais on est tout de même dans une configuration en Algérie de politique intérieure très dure, très tendue, avec une répression contre tout ce qui est contestation démocratique. Et donc, cette tension aux frontières, je ne dirais pas qu'elle est la bienvenue, mais en tous les cas, elle donne un échappatoire bienvenu aux autorités algériennes. Il en va de même question au Maroc, et ça, je pense qu'Ali en parlera mieux que moi, mais il est vrai qu'au-delà d'une image je dirais, très indulgente, véhiculée notamment par la presse occidentale, la situation du Maroc, notamment sur le plan économique, social, mais aussi contestataire, n'est pas des meilleures. Et donc, la question algérienne, la question du Sahara, là aussi, joue son rôle, je dirais, de ciment national, de mobilisation et d'empêchement des contestations de s'exprimer. Donc voilà, ça c'est pour le danger immédiat. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs épisodes de tension entre cet espionnage massif pratiqué par le Maroc sur des personnalités algériennes, ce logiciel israélien Pegasus qui aurait été utilisé. Donc il y a eu plusieurs enquêtes, notamment publiées par des réseaux de presse internationale, qui montrent que plusieurs personnalités, des dirigeants, des militaires ont été écoutés, espionnés. Donc il y avait déjà eu cette affaire. Il y a cette reconnaissance et cet accord avec Israël. Il y a eu la mort de camionneurs algériens dans les territoires sahraouis, visiblement tués par le bombardement d'un drone. Donc on a eu plusieurs épisodes qui inquiètent, d'autant qu'on ne voit pas on ne voit pas beaucoup de démarches de conciliation. Hein. C'est-à-dire que dans une situation géopolitique très troublée, compliquée par la question de la Libye, compliquée par ce qui se passe aujourd'hui dans la péninsule arabique, on voit bien que les pays frères, entre guillemets, ne se pressent pas pour amener Alger et Rabat en tout cas à calmer le jeu. Ça, et je finirai par ça, parce qu'on va peut-être l'évoquer par la suite, c'est le danger immédiat. Et ce danger immédiat, il ne doit pas non plus occulter des dangers qui sont plus structurels, qui existaient avant cette crise et qui existeront demain, même si on a un retour à la paix froide qui caractérise les relations entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est ce que le Manière de voir évoque de manière ici et là, c'est-à-dire qu'on est tout de même dans une région qui a où les pays ont les mêmes enjeux, la jeunesse, le chômage, l'indépendance, la sécurité alimentaire, la question environnementale dont on parle trop peu au Maghreb et qui, à mon sens, est en train de devenir fondamentale. On l'a vu cet été avec les incendies en Kabylie, avec la baisse de la pluviométrie dans toute la région. Et donc, et la démocratie. Et bien entendu, pour finir, le raidissement après qu'on a espéré cette dernière décennie, c'est-à-dire qu'on a eu les Hirak, il y a Sophie Bessis va nous dire aussi ce qu'il en est de la Tunisie, mais on est aujourd'hui dans une phase de repli assez fort et comme si on pouvait revenir aux situations des années 70 où les contestations étaient étouffées et où les régimes pouvaient se le permettre, alors que bon, il y a au moins une variable qui a changé, c'est la variable démographique.
Donc voilà, c'est malheureusement, alors on ne le dit jamais assez, mais le Maghreb est une région qui fait sens, y compris sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan même à la fois social, sociétal et religieux. Et c'est aujourd'hui, je crois, l'une des régions la moins intégrée de la planète. C'est-à-dire que on moque souvent les pays du Mercosur en Amérique latine, mais ces pays-là ont plus d'échanges, ont plus de relations et d'initiatives communes que les 3 pays maghrébins. Voilà pour ce qui est de ce propos liminaire, et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup, Akram. Alors, Sophie, vous représentez un pays qui, enfin, vous représentez, c'est pas vous qui le représentez, mais vous parlerez d'un pays qui n'est pas partie prenante de cette tension, en tout cas de manière directe, mais et qui est partie prenante de toute cette ce soulèvement démocratique, de cette volonté de changer la donne pour que les peuples puissent être un tout petit peu plus maîtres de leur destin. Et au fond, c'est peut-être le point commun aux 3 pays. C'est peut-être cette poussée démocratique et la volonté des 3 régimes, soit de la contourner, soit de la réprimer, selon les cas, qui fait le trait commun, le point de ralliement, si j'ose dire, de notre discussion. Merci Dominique et merci à l'IREMO d'avoir organisé ce débat. Je voudrais, bien sûr, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Akram à la fin de son topo, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la question algéro-marocaine est au centre des conflits qui affectent le Maghreb, mais de façon plus générale, les relations intra-maghrébines n'ont jamais été un long fleuve tranquille. En fait, les relations intra-maghrébines sont marquées depuis fort longtemps, à la fois par des rivalités de puissance, c'est le cas de l'Algérie et du Maroc, bien sûr, par des intérêts divergents et par des stratégies d'alliance qui sont liées à ces intérêts et par des ingérences étrangères qui sont à la fois les ingérences des puissances mondiales, mais également des puissances régionales qui interviennent de plus en plus dans les problèmes maghrébins depuis de nombreuses années. En gros, je crois qu'on peut distinguer 3 grands types de stratégies selon les époques et les contextes depuis les indépendances. D'abord, des rivalités entre les grands pays du Maghreb qui tentent d'enrôler les petits pays de leur côté. Ainsi peut-on lire les tentatives d'ingérence algérienne en Tunisie depuis fort longtemps ou du Maroc et de la Mauritanie. Ensuite, l'alliance des petits pour se protéger des grands. Par exemple, au moment de l'indépendance de Mauritanie, en 1960, la Tunisie a reconnu immédiatement la Mauritanie, alors que le Maroc refusait l'existence de ce pays. Et la Tunisie avait tout intérêt à ce qu'il y ait un petit pays du Maghreb face à ces 2 mastodontes qu'étaient l'Algérie et le Maroc. Et puis, autre stratégie, jouer un pays contre l'autre pour se protéger du 3e. Donc, ça a été le cas, par exemple, la fameuse union avortée tuniso-libyenne en 1974, qui avait été très mal prise par Alger, qui craignait de voir se constituer à ses portes une puissance pratiquement équivalente à la sienne. Donc, en fait, on a assisté depuis des années, des décennies, à des triangulations, à des quadrangulations, si on peut dire comme ça, chacun se méfiant de l'autre. Et même si beaucoup d'éléments militent pour un rapprochement entre les pays du Maghreb, entre les 3 pays du Maghreb central, tout au moins, la Mauritanie et la Libye ont des intérêts différents dans le rapprochement Maghreb. Pour la Mauritanie, c'est surtout une position politique de l'hégémonie des Nord sur la Mauritanie et les Nord du Maghreb, et la Libye, la Libye en sur la colonisation italienne, autant la tripolitaine est profondément maghrébine, autant la cyrénaïque est beaucoup plus proche de l'Égypte et ne fait pas réellement partie du domaine maghrébin. Et donc, autant
Donc, les éléments militent pour une union, du moins un rapprochement des pays du Maghreb. Akram a cité les éléments économiques, évidemment. Beaucoup d'études ont été effectuées sur le coût du non-Maghreb en termes économiques, qui est un coût exorbitant pour les trois pays. Mais il faut tout de même rappeler qu'il n'y a jamais eu de tentative de Maghreb politique, sauf si l'on remonte au XIIe siècle, sous la main de fer de la dynastie almohade. C'est le seul exemple d'union du Maghreb politique. Alors, il existe bien sûr des parentés évidents qui ont déjà décidé dans les pays du Maghreb. Mais il y a des différences d'histoire politique, des aspects chronologiques de la construction des États-nations, des rattachements identitaires contrastés également. Autant l'Algérie et le Maroc ont une dimension amazigh absolument centrale que l'arabisme des pouvoirs n'a jamais réussi à éliminer, autant en Tunisie, elle est tout à fait marginale et ne compte pas dans la donne politique de la construction nationale tunisienne. Alors aujourd'hui, bien sûr, on sait que la rivalité algéro-marocaine atteint un paroxysme tel qu'il interdit toute possibilité de résurrection de l'idée maghrébine. Pour l'instant, bien sûr. La Libye est toujours menacée d'implosion. On ne sait pas si la Libye durera dans sa configuration actuelle. La Tunisie est dans un état d'affaiblissement aujourd'hui extrêmement important, dans la mesure où le régime Ben Ali, d'abord, qui a créé les conditions de l'affaiblissement de la Tunisie et les soubresauts post-révolutionnaires depuis 10 ans, font que la Tunisie ne peut pas jouer de rôle aujourd'hui dans la construction du Maghreb. Elle est beaucoup trop affaiblie pour cela. Et de plus, la présidence de Kais Saïd, depuis 2019, a accentué cette marginalisation de la Tunisie, dans la mesure où le régime de Kais Saïd, pour l'instant, s'est mis sous la protection quasi exclusive de l'Algérie et ne peut pas jouer le moindre rôle d'arbitre. Alors, la Tunisie étant d'ailleurs beaucoup plus proche de l'Algérie, même la Tunisie de Kais Saïd, idéologiquement, dans la mesure où Kais Saïd a une dimension nationaliste arabe extrêmement importante et tout rapprochement, toute acceptation de la normalisation des relations avec Israël est quelque chose d'impensable, non seulement pour Kais Saïd, mais pour l'ensemble de la classe politique tunisienne ou pour une majorité de la classe politique tunisienne. Donc les conséquences de la fragmentation actuelle du Maghreb sont effectivement immenses. Les ingérences extérieures sont de plus en plus importantes. On varie au gré des régimes, bien sûr, autant au moment où Nahda, par exemple, en Tunisie, dominait la vie politique tunisienne, le Qatar et la Turquie étaient des alliés privilégiés, autant avec la marginalisation politique de Nahda aujourd'hui, du parti islamiste en Tunisie, eh bien, le régime est plus proche de l'Arabie saoudite, des Émirats et de l'Égypte, de Sisi, évidemment. Mais ce non-Maghreb réduit également les capacités de négociation avec les pays occidentaux, essentiellement sur le plan économique, ce qui est extrêmement important, et affaiblit ces économies qui, toutes trois, sont confrontées à des situations sociales absolument incendiaires. Absolument incendiaires. Et pourtant, le Maghreb reste une idée populaire chez les Maghrébins, même si le terme de Maghreb, c'est dit d'ailleurs dans la manière de voir, est contesté dans la mesure où les Amazirs contestent ce terme de Maghreb. Et je voudrais terminer par une chose. Bien sûr, l'ouverture économique serait tout à fait bénéfique aux trois pays du Maghreb, mais en fait, il se fait aujourd'hui un Maghreb par le bas. Et le Maghreb par le bas continue de se faire. Certes, entre l'Algérie et le Maroc, la fermeture, l'étanchéité de la frontière aujourd'hui est un obstacle à ce Maghreb par le bas, mais si on prend la Tunisie, les relations contrebandières, certes, elles sont totalement informelles, pour employer un terme poli, avec la Libye et avec l'Algérie sont absolument intenses. C'est-à-dire que toutes les zones frontalières tuniso-algériennes, tuniso-libyennes, algéro-libyennes sont des zones d'échange absolument intenses. Pour le meilleur, parce que effectivement, ça continue à créer des liens, mais également pour le pire, dans la mesure où ces relations informelles ne concernent pas seulement
l'économie de tous les jours, mais qui concerne aussi les grands circuits économiques des armes, de la drogue, etc., etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui de la configuration du non-Maghreb, me semble-t-il. Merci beaucoup, Sophie. On vous a beaucoup mieux entendu sur la fin qu'au début. Hein. Je crois que nos amis, je les prie de nous excuser pour cette difficulté de liaison, mais nos amis ont dû suivre votre raisonnement. Alors, Ali, c'est à vous parce que, au fond, le Maroc est quand même l'élément, comment dirais-je, actif dans toute cette tension. C'est lui qui a pris l'initiative de signer les accords d'Abraham, qui a obtenu un renversement de la position américaine, en tout cas du temps de l'administration Trump, mais je ne crois pas que l'administration Biden ait remis en cause cette reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Et c'est lui qui a signé un accord qui est quand même un accord historique avec le dirigeant israélien. Il ne s'agit pas de Netanyahou, là, il s'agit du nouveau gouvernement israélien dont, pour l'instant, la continuité avec le précédent frappe plus que tout espoir qu'on avait pu avoir de rupture ou de discontinuité. Donc, à votre avis, que veut le pouvoir marocain? Au fond, qu'est-ce qui motive Mohamed VI et ceux qui l'entourent dans cette initiative, on peut dire, stratégique? Oui, moi j'aurais pu dire que le Maroc est l'élément perturbateur, mais je ne me serais pas permis de le dire, mais c'est ce que je voulais. Oui, exactement. Mais bon, ça va être une énième accusation de traîtrise à la nation. Mais bon, la vérité, dès qu'elles se disent, puis voilà. Non, je crois que ce qui se passe actuellement au Maroc, parce que ça m'a pris un peu de temps là, pour réfléchir à ça. Moi, je pense que, d'après ce que je sais, d'après les personnes avec qui j'ai pu parler un peu à droite et à gauche, et qui connaissent un peu l'antre du pouvoir, parce que l'antre du pouvoir, il ne se trouve pas, comme vous le savez, il ne se trouve pas ni au Parlement, ni au gouvernement. Là. Non, il se trouve au Palais Royal. Il y a 2-3 personnes qui gouvernent le Maroc. Il y a bien entendu le roi, mais il a un conseiller ou deux, ça dépend des sujets, des domaines. Et puis voilà. Moi, ce que je sais, ce que je peux avancer, parce que je n'étais pas dans cette cour-là, et le pouvoir marocain se montre souvent assez illogique parce que là, maintenant, avec ce qui se passe avec l'Algérie, moi j'aurais dit le Maroc va se réconcilier FISA avec l'Espagne, avec l'Allemagne, puis avec la France. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, le pouvoir, il est assez illogique au Maroc, ça on le sait depuis qu'on est né. Hein. Mais moi, je crois que ce qui se passe actuellement, c'est qu'au plus haut lieu, je crois, le roi, son principal conseiller, là, Fouad al-Himma, peut-être avec l'appui de son conseiller diplomatique et ancien ministre des Affaires étrangères, Taïb Fassiferi, peut-être aussi, je ne sais pas, les 2 chefs des services secrets, mais je ne sais pas si dans ce cas-là, ce sont de simples exécutants ou est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire. Moi, je pense que ce sont de simples exécutants. Le Maroc a sorti, le palais, c'est pas le Maroc, il a sorti un joker. Il a sorti un joker, même si ce joker, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. Et donc, c'est celui d'Israël. Voilà. On va accepter les accords d'Abraham. On va non seulement normaliser les relations avec Israël, parce que ça, je crois que normaliser les relations avec Israël, ça aurait pu être accepté par une petite partie de l'intelligentsia marocaine, un peu l'intelligentsia occidentalisée, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc il revendique entre 800 000 et 1 million de Marocains en Israël, qui sont des descendants, ça on l'a entendu, on l'entend depuis toujours. Hein. Il y a même l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait dit que nous avions 800 000 Marocains en Israël, ce qui fait beaucoup. Donc pour la normalisation, ça aurait pu être accepté, mais là où le bas blesse, c'est justement parce que vous l'avez dit, ce sont les accords de coopération militaire entre le Maroc et Israël. Là, moi, je pense que le fait que le Maroc soit allé loin, surtout que le Maroc ait
qu'un ministre israélien vienne à Rabat, qui donne une conférence de presse et qui menace pratiquement l'Algérie depuis Rabat, je pense qu'ils jouent leur bateau. Hein. C'est mon impression, c'est l'impression de beaucoup de gens. Voilà, on va se mettre plus ou moins directement, on va accepter les accords d'Abraham, on va les signer, en dépit de l'opposition, je crois, de l'immense majorité des Marocains. Et puis bon, quelque part, on va se mettre sous la protection des États-Unis et un petit peu, je veux dire, sous la protection de l'État hébreu. On sait que l'État hébreu, il est fort, on sait que l'État hébreu, il peut nous aider à mener une guerre régionale, donc on va s'allier avec lui, puis on va oublier tout le reste. Ça va sur une ligne qu'on voit depuis quelques années, mais je ne croyais pas qu'il irait jusqu'à signer des accords militaires avec Israël. Mais la ligne sur laquelle le Maroc il nage, là, depuis quelques années, c'est de faire taire tout le monde. C'est comme en Algérie, au Maroc, il n'y a plus de presse libre. Au Maroc, maintenant, on va en prison pour avoir fait une vidéo YouTube, pour avoir critiqué le roi, je veux dire, même pas injurié, hein, mais juste critiqué, on va pour 2 ans, 3 ans, 4 ans de prison. Donc, je pense que le Maroc, il a sorti ce joker-là, il l'a mis en avant, et je crois qu'il joue son bateau. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Ça, on devrait le savoir dans 1 an ou 2, ou peut-être, disons, avant. Parce que même, comme je le disais au début, ces relations avec l'Espagne, avec la France, et puis surtout avec l'Allemagne, j'avais cru à un certain moment qu'il allait se réconcilier rapidement avec eux pour s'occuper du problème algérien. Et là, je vois qu'avec l'Espagne, ça n'en finit pas. Hein. Je veux dire, la crise n'est pas résolue. Le Maroc, il ne veut pas que la crise se résolve rapidement jusqu'à ce que l'Espagne, le gouvernement socialiste espagnol, se rende avec armes et bagages et fasse dire ce que les Américains ont fait et qui reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara. Il insiste, il insiste, il insiste. Là, on avait cru voir quelques gestes. Lors du discours du trône, il avait dit que il avait eu de bons mots pour l'Espagne, c'était à la fin du mois de juillet, puis tout de suite après, on a vu que ça ne se réglait pas. Je pense qu'il veut tordre le cou, qu'il veut tordre le bras de l'Espagne et l'amener à reconnaître la marocanité du Sahara, avec la marocanité du Sahara occidental. Avec l'Allemagne, on voit que ça se passe un peu mieux, mais les Allemands, ils sont quand même, ça c'est un peu la froideur nordiste, oui, ils sont pour ce projet d'autonomie, mais ils ne disent pas tout, hein, et puis ils vont pas comme les Américains. Mais pour l'Espagne, je pense que ça va être difficile, parce que l'Espagne, c'est le pays occidental, je pense le pays européen qui a le plus, en raison de l'histoire, en raison de l'occupation du Sahara par les Espagnols, je pense que c'est le pays qui a le plus de sensibilité envers ce sujet. Et là, maintenant, ça monte, ça monte, ça monte. Moi, je vis en Espagne maintenant depuis pas mal de temps. Je savais que les Espagnols, vers la société espagnole, hein, je ne parle pas des politiciens, parce que être politicien, c'est l'opportunisme politique par excellence. Mais j'avais senti un peu un début de baisse de soutien de la population envers les Sahraouis. Et après ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2 ans, il y a une sorte de rebond. Est-ce que le gouvernement socialiste espagnol, dans la base est très, très, très pro-sahraoui, est-ce qu'il va aller jusqu'à reconnaître la marocanité du Sahara? Je ne crois pas. Mais s'il le fait, il va avoir une sorte d'effet d'entraînement. Je veux dire, les autres pays européens, ils écoutent la voix de Madrid sur ce qui se passe au Sahara. Le fait que l'Allemagne ait déclaré que elle voulait entendre un peu le projet marocain d'autonomie a beaucoup gêné à Madrid. Parce que Madrid, elle veut être une sorte
de voix chantantes sur ce qui se passe dans son ancien territoire colonial. Maintenant, ça c'est vu depuis le Maroc. Mais au Maroc, généralement, bon, à part, comme le disait Akram, une certaine presse, mais bon, une presse qui est tout de même, il faut le dire, majoritaire, des deux côtés, je veux dire, les gens qui jettent de l'huile sur le feu, moi, franchement, l'idée du Grand Maghreb, bon, je sais qu'il y a beaucoup, comme le disait Sophie Bessis, qu'il y a beaucoup d'Amazirs qui n'aiment pas ce mot-là, qui préfèrent le mot Tamazra, qui est le pays amazir. Mais franchement, l'idée de ce pays, de cette union du Grand Maghreb, elle est là, elle est toujours là, elle n'est pas partie. Mais là, avant, par exemple, avec ce qui s'est passé avec cet accord militaire, moi je parle de l'accord militaire, pas de la normalisation, parce que la normalisation, il aurait pu être confondu avec les bonnes relations que le Maroc entretient avec Israël depuis toujours. Ce n'est pas un secret. Le Maroc a toujours entretenu de très bonnes relations, surtout entre services secrets. Mais c'était le non-dit, c'était le cachet que tout le monde savait. Mais là, l'accord militaire, il a changé une donne. Parce qu'avant, je crois que, quand même, je ne sais pas s'il est d'accord ou pas, les Algériens, je veux dire, dans leur majorité, bon, dans le conflit du Sahara, oui, écoutez, ils n'étaient pas tellement intéressés par ce sujet, à part, bien entendu, les chefs, quoi, l'armée, puis les gouvernements. Mais quand on touche, je veux dire, le conflit israélo-palestinien, quand on signe un accord de coopération militaire avec je veux dire, avec l'État hébreu considéré comme un ennemi par les Algériens, je veux dire, ça a été une sorte je dirais, de gifle, de gifle, non seulement pour les Algériens, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Marocains. Et là, on reconnaît la trace de l'État policier marocain. Je veux dire, on n'a pas vu de manifestations monstres comme on les voyait dans le passé pour venir dire non à cet accord-là. Alors que tout le monde, on le sait, tout le monde est contre. Tout le monde est contre, à part une petite élite, je veux dire, francophone, et une petite élite aussi amazigh. C'est une partie de l'élite amazigh qui est pour la normalisation avec Israël. Donc, Ali, voilà. avant de relancer le débat avec vous trois, je voulais vous poser une question à vous parce qu'elle me paraît très importante. Je trouve d'ailleurs la manière de voir que Akram a coordonné nous incite à être vraiment dans la longue histoire, pas seulement dans les derniers développements. Alors, cette question que je voulais vous poser, qui est une question de la longue histoire, pour moi, ça m'a toujours fasciné. J'ai été au Sahara espagnol il y a très, très longtemps. C'est une question que j'ai connue à l'époque où peu de gens, même en France, la connaissaient. J'ai fait un reportage à Tindouf, je pense que c'était dans 79 ou 80. Vous voyez, à l'époque, c'était vraiment tout neuf comme conflit et comme nouvelle question géopolitique à l'époque. Alors, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a deux dimensions au Maroc de la question du Sahara. Il y a une dimension nationaliste, ce qui ne fait pas de doute. Et je ne pense pas que tous ceux qui défendent la marocanité du Sahara soient insincères. Je crois qu'ils ont une passion nationaliste qui les porte. Et on l'a vu au moment de la marche verte organisée par Hassan II. Mais quand même, on a toujours compris que c'était aussi un jouet dans les mains du pouvoir. Parce que je me souviens très bien, même quand Hassan II organisait la marche verte, c'était une manière d'envoyer l'armée loin, laquelle armée avait fait des tentatives de coup d'État, je m'en souviens, Skirat en particulier, et de domestiquer la classe politique, si elle ne l'était pas déjà, en l'obligeant à soutenir le roi dans cette cause nationale du Sahara. Est-ce que c'est toujours vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours cette double dimension de la question du Sahara? Je parle pour le pouvoir marocain, une dimension nationaliste, véritable, et une dimension de jeu politique comme une manière de tenir le pays, quoi. Ah oui, moi je pense que la classe politique marocaine, elle est tenue par je veux dire, par
ce conflit. Hein. Je veux dire, maintenant, quand on sort un peu, quand on sort un peu du troupeau, immédiatement, le mot qui porte, le mot qui vous est à la figure, c'est que vous êtes contre le consensus national. Voilà, il y a un consensus national et quand vous leur expliquez, mais bon, un consensus, c'est le produit de quoi? Est-ce qu'il y a eu un référendum? Est-ce qu'il y a eu une discussion générale? Est-ce qu'on a pu parler de ce sujet? Parce que moi, je peux être pour, contre, mais bon, je peux avoir des propositions. Non, 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 non. Vous êtes, je veux dire, le pouvoir, il s'est accaparé le sujet du Sahara, du conflit, et puis voilà. Et puis il a imposé, je veux dire, le silence à tout le monde. Maintenant, moi, je parle officiellement. Moi, je connais beaucoup de responsables marocains. J'ai parlé avec beaucoup de responsables marocains, anciens, surtout les anciens, parce que maintenant, c'est difficile de parler avec les nouveaux. Et bien, vous savez, quand vous parlez avec eux, je veux dire, en privé, c'est un autre discours. Hein. C'est un autre discours beaucoup plus nuancé. Nuancé. Et puis, l'exemple parfait, c'est celui de Driss Basri. Moi, quand j'étais journaliste au Maroc, Driss Basri, il nous obligeait, bon, nous, on n'acceptait pas, il nous obligeait quand on disait référendum d'autodétermination, il nous obligeait à écrire, il obligeait la presse marocaine, il obligeait les Marocains à écrire référendum de confirmation. Voilà. Il ne disait jamais d'autodétermination. Alors, on me disait, écoutez, monsieur le ministre, si c'est un référendum de confirmation, alors pourquoi est-ce qu'on va l'appeler référendum si on sait voilà, que le Maroc, il gagnera. Donc voilà. Et ils obligeaient aussi la presse et tout le monde à dire Sahara marocain. Quand vous dites Sahara occidental au Maroc, je veux dire, c'est le nom officiel de ce territoire. Non, non, moi je crois que Driss Basri, il a dit qu'il a été intéressant quand il a pu s'exiler en France. Parce que ce monsieur-là qui nous obligeait, nous, parce que nous, on avait une sorte de charte, on ne dit ni Sahara marocain, ni Sahara occidental, on dit Sahara tout court. Voilà. Et donc, on reste bon milieu. Mais Driss Basri, ce monsieur-là, qui nous obligeait au Maroc à écrire Sahara marocain, référendum confirmatif, quand il a mis les pieds à Paris, quand il était, je veux dire, dans son appartement de La Muette, je veux dire, il a commencé à dire Sahara occidental. Il a commencé à expliquer certaines choses que, un jour, j'écrirai, quoi, et qui allait à l'encontre de tout ce qu'il a dit, ou de tout ce qu'il disait, de tout ce qu'il a imposé quand il était ministre de l'Intérieur, le puissant ministre de l'Intérieur de Hassan II. Et ça, on l'a vu dans son interview dans Al Jazeera, on l'a vu dans ses interviews, on l'a vu partout. Donc, il y a le petit peuple, qu'on peut l'appeler petit peuple, hein, je veux dire, et il y a aussi une sorte d'élite, celle qui pense et qui croit aussi en privé, jamais en public, que le conflit du Sahara, c'est sérieux et qu'il faudrait peut-être penser à autre chose. Akram, alors, même question, mais côté algérien, c'est-à-dire en quoi la question du Sahara est réellement une question, je ne dirais pas nationale, mais une question de recherche d'une vision du Maghreb différente dans laquelle les Sahraouis trouvent une place, évidemment, et en quoi c'est un jeu, en quoi c'est un jouet pour le pouvoir, pour essayer de sortir de la terrible dynamique dans laquelle il s'est trouvé pris avec la fin de Bouteflika, avec ce Hira qui a quand même affolé beaucoup les dirigeants algériens pendant un temps, jusqu'à la pandémie. Je crois que tu as parlé d'histoire longue et c'est vrai qu'il faut parfois regarder assez loin en arrière pour essayer de comprendre la réalité actuelle. Sophie Bessis a effectivement eu raison d'évoquer la question mauritanienne, qui avait été un gros conflit, puisque Rabat ayant refusé l'indépendance de la Mauritanie, ne s'y est résolu que plus tard. Bon, ce qui peut intéresser sur la question de l'Algérie et du Maroc, c'est la question de ce qui a été promis ou discuté dans la période qui a précédé l'indépendance. Parce que là, pour le coup, on a énormément de mal à savoir si oui ou non les dirigeants du GPRA ont
promis un redécoupage ou une révision des frontières? Et là, je parle du contentieux parce qu'on fait souvent la confusion entre l'affaire du Sahara et le reste. Le premier contentieux algéro-marocain ou maroco-algérien, ce n'est pas du tout le Sahara. Ça a d'abord été le tracé des frontières, et notamment la revendication d'une partie de la classe politique marocaine du fait qu'une partie du territoire algérien, sous l'époque coloniale française, aurait dû ou revenait de droit au royaume du Maroc, parmi lesquelles les villes de Béchar, Tindouf, voire même, moi je l'ai entendu, on me l'a dit, des gens notamment de l'Istiqlal, du parti Istiqlal me l'ont dit, y compris la ville de Tlemcen. Donc il y a eu toutes ces revendications. Je rappelle qu'il y a eu des traités de paix, mais qui n'ont pas été ratifiés, etc. Et tout. Donc il y a ce contentieux sur lequel s'est superposée la question du Sahara. Ça semble 1 minute 30, Anna. Bon. Et dans ces affaires-là, pendant tout le temps qui s'est écoulé du début des années 80, disons 90, avec la décennie noire en Algérie, puis la deuxième décennie, je dirais les 20 ans ou les 15 ans perdus de pouvoir de Bouteflika, les choses, au lieu de se décanter, se sont compliquées. Elles se sont compliquées, pourquoi? Parce que la situation politique en Algérie a évolué de manière à ce qu'aucune initiative diplomatique ne puisse être prise. C'est-à-dire, quand on regarde le bilan de Bouteflika sur le plan diplomatique et sur le plan de la relation maghrébine, on pensait, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1999, qu'il serait l'homme de la réconciliation avec le Marocain, il a des liens familiaux avec le Maroc, il y a vécu. Ça n'a pas été le cas. Et pour diverses raisons, notamment sa maladie, laquelle maladie a empêché toute autre initiative de la part des gens qui travaillaient au gouvernement, etc. Donc on a laissé une situation pourrir. Ali disait tout à l'heure qu'effectivement, il ne comprend pas l'initiative marocaine d'accord de paix avec en tout cas d'accord militaire avec les Israéliens. Si on se place sous l'angle de la stratégie et de la diplomatie, on peut aussi, côté algérien, se dire, mais pourquoi l'Algérie n'a pas eu une politique, je dirais, pragmatique, résolue, pour justement empêcher que son voisin, avec lequel elle ne s'entend pas, certes, mais faire en sorte que ce voisin n'aille pas plus loin dans l'hostilité et n'aille pas finalement, parce que cette hypothèse d'un accord avec Israël, elle est posée sur la table depuis les années 60. On le sait, il y a toujours eu des accords, il y a toujours eu des relations. Donc, on peut aussi avoir cette réflexion-là, c'est-à-dire se dire, mais finalement, rien de sérieux n'a été fait pour empêcher cet irréparable, diplomatique en tous les cas. Et la question sahraoui est une question qui est à géométrie variable en Algérie. Vous avez des milieux qui sont forcément engagés, fondamentalement engagés en faveur du peuple sahraoui. Pour eux, c'est une cause postcoloniale, c'est une question de décolonisation, c'est une question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc ils sont dans cette position-là et ils n'en démordent pas. Et vous trouvez donc des gens de ce que fut ou de ce qu'était la gauche algérienne, mais aussi des gens qui sont dans le sérail, etc. D'autres, au contraire, ont des positions plus mitigées. Par exemple, si je compare avec l'unanimisme que l'on trouve dans la société algérienne concernant la Palestine, il n'y a pas le même unanimisme sur la question sahraoui. Il y a des gens qui ne pardonneraient pas au régime algérien l'abandon du Polisario, mais il y en a d'autres qui sont, somme toute, totalement pragmatiques. Je pense notamment à des gens de la bourgeoisie, des classes moyennes qui anticipent ce que serait une réconciliation avec le Maroc. Certains se souviennent encore de l'époque où la frontière était ouverte et où les gens pouvaient aller passer leurs vacances au Maroc. Je rappelle que la frontière terrestre est fermée depuis 1994. Donc, il y a quand même cette envie-là, cette attraction-là. Donc, et je rappellerai que l'un des hommes forts du régime algérien, l'un de ceux qui fut parmi les hommes forts du régime algérien, le général Nazar, a lui-même, en personne, déclaré que, en fait, si on l'avait écouté lui, je rappelle qu'il a été aux frontières et qu'il a fait partie
de l'état-major qui avait été impliqué dans la guerre contre le Maroc en 1975 et en 1976. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, sur cette question-là, pourrait être suspecté de sympathie pro-marocaine. Mais sur la question du Sahara, il a expliqué qu'il ne voyait pas, sur le plan stratégique, c'est pour ça que je parle de stratégie d'État, il ne voyait pas l'intérêt pour l'Algérie d'avoir un État faible comme le Sahara à ses frontières. À l'époque, ça avait déclenché un tollé, il y avait eu énormément de prises de position, mais c'est pour dire qu'il y a un débat là-dessus. Et je terminerai juste par un petit point, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait eu un article là-dessus dans la manière de voir, un inédit, c'est que en Algérie, on a justement tendance à aussi avoir une vision monolithique de ce qui se passe au Maroc. C'est-à-dire qu'on considère que, ma foi, l'attachement des Marocains aux provinces du Sahara, au Sahara occidental, tout cela est une fabrication et que si demain, c'est à cause de la peur du roi et des services de sécurité que les Marocains sont attachés à la question du Sahara. Alors effectivement, Ali l'a dit, beaucoup de gens nuancent leur position quand ils sont en privé. Il n'en demeure pas moins que quand on fait un tour là-bas, qu'on a des discussions avec des gens avec lesquels on peut être d'accord sur 90% de choses en tant qu'Algérien, sur notre vision du monde, le partage des richesses, etc. et tout. Là où on a un souci, on a deux soucis. Il y a le côté, je dirais, phobique des Algériens à l'égard de tout système monarchique et le côté sur l'attachement des Marocains au Sahara que souvent en Algérie, on a tendance à minimiser. Ou en tout cas, on doute de sa sincérité, ce qui ne devrait pas être le cas. Merci, Akram. Sophie, je voudrais vous proposer de braquer les projecteurs sur une autre dimension de ce dont nous discutons. Moi, je suis très frappé. Bon, je suis un meilleur spécialiste sans doute du Machrek que du Maghreb, hein, mais peut-être c'est ça qui me fait poser cette question. Mais je trouve que dans toute cette crise dont nous parlons, on a la vérification de cette extraordinaire évolution des rapports internationaux aujourd'hui, de ce qu'on appelait la géopolitique, où l'élément dominant, c'était les grandes puissances qui jouaient des conflits, y compris les intégraient dans leurs propres antagonismes, à l'époque bipolaire, et puis ensuite dans leur propre jeu hégémonique, à l'époque qu'on a appelé unipolaire, qui n'a pas duré bien longtemps. Mais tout ça, avec ce qu'on a vu en Afghanistan, en Irak, en Iran, au Yémen, etc., on voit bien qu'on est rentré dans une autre phase très différente, où je ne dis pas les sociétés dominent, mais où la question sociale, la question économique, la question de la sécurité sanitaire, éducationnelle, enfin, toutes les questions qui sont les vraies questions des sociétés, ce sont elles qui, de plus en plus… Bon, ben, je peux commencer à y répondre. J'ai entendu, je ne sais pas si Dominique est de nouveau audible, mais je peux commencer à y répondre. Si est-ce qu'on m'entend là? D'accord. Alors, d'abord, je voudrais revenir juste, mais parce que je pense que ce qu'a dit Akram sur la dimension saharienne de ce conflit est extrêmement importante. Il ne faut pas oublier qu'une des racines des contentieux tuniso-algériens a aussi été un contentieux sur le Sahara, dans la mesure où, dès son indépendance, l'Algérie a pris le parti de l'intangibilité des frontières coloniales. Et que, évidemment, soutenu par ce qui était l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, alors que la Tunisie, de même que le Maroc de l'autre côté, réclamait des territoires qui avaient appartenu, disons, à la Tunisie, même jusqu'au début de la colonisation, jusqu'à la résidence générale de Louis XV. Et donc, le contentieux saharien entre l'Algérie et la Tunisie n'a été réglé que de nombreuses années après l'indépendance de l'Algérie, et le président Bourguiba à l'époque avait dit que, évidemment, il était impossible de faire une guerre à l'Algérie et a abandonné la totalité de ses revendications sur la partie du Sahara qui était l'objet du contentieux. Donc vraiment, la question des frontières coloniales est une question extrêmement importante dans les rapports intra-maghrébins, en tout cas entre les trois pays du Maghreb central. C'est extrêmement important et ça a toujours été un point de friction entre l'Algérie et ses voisins, incontestablement. Maintenant, pour essayer de répondre à la question de Dominique. C'est une question qui m'apparaît extrêmement intéressante dans la mesure où il y a là
une divergence, une dissonance extrêmement importante entre les classes politiques et les populations. Et le cas de la révolution tunisienne est un cas emblématique de cette dissonance. Que s'est-il passé? La révolution tunisienne de 2011 avait trois dimensions, nous disons deux dimensions. Un volet économico-social, c'est-à-dire que les revendications d'une population en partie marginalisée ont été un déclencheur de cette révolution, et une dimension politique, dans la mesure où il fallait mettre fin à la dictature de Ben Ali et inaugurer un nouveau régime qui s'est concrétisé par l'abrogation de la constitution de l'indépendance de 1959 et l'élection d'une assemblée constituante et l'adoption en 2014 de la constitution de la Deuxième République tunisienne. Et donc, à partir, en fait, d'octobre 2011, la dimension politique de la révolution tunisienne a été très largement préférée, si je puis dire, à sa dimension sociale. Et une des raisons de la crise que connaît la Tunisie aujourd'hui, une des raisons de l'élection du populiste Kais Saïd à la présidence de la République tunisienne est l'oubli de la revendication sociale, l'oubli de la question sociale. Et effectivement, les populations reviennent dans le jeu par le biais de leurs revendications non satisfaites. Et cette non-satisfaction de la revendication sociale d'une grande partie des Tunisiens et des Tunisiennes et de l'incapacité d'une classe politique qui s'est perdue dans ses querelles politiciennes et qui n'a pas été à la hauteur des enjeux et des défis que connaissait la Tunisie post-révolutionnaire, a conduit à l'émergence, comme dans beaucoup d'autres régions du monde d'ailleurs, parce que de ce côté-là, la Tunisie est un pays qui n'est pas du tout original, à l'émergence d'une offre politique populiste qui s'est incarnée dans l'actuel président de la République, qui aujourd'hui mélange, c'était pour répondre aussi à la première question de Dominique, donc une offre politique de type populiste et une tentation autoritaire qui le rapproche, après 10 ans de révolution, une tentation autoritaire qui le rapproche des autres pays maghrébins. Mais je crois effectivement que tant que les classes politiques des trois pays seront quand même des représentants, qu'on le veuille ou non, des couches dominantes de la société, il ne pourra pas y avoir d'apaisement politique dans ces pays. Ce sera extrêmement difficile dans la mesure où les populations, effectivement, on l'a vu en Tunisie depuis 2011 et même depuis avant, on l'a vu au Maroc avec plusieurs soubresauts depuis 2011, on l'a vu en Algérie avec le Hirak qui a quand même duré près de 2 ans. Eh bien, les populations des pays du Maghreb ne sont plus prêtes à se faire. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quelles que soient aujourd'hui les conséquences de ce qu'on peut appeler les contre-révolutions dans le monde arabe à partir de 2011, les contre-révolutions ont été contemporaines des révolutions, bien sûr, très vite, mais dans les pays du Maghreb, tout du moins, qui sont des pays qui ont échappé aux guerres post-2011, dans ces pays du Maghreb, les populations ont pris la parole. Et même si on peut temporairement les faire taire, comme c'est le cas en Algérie, comme c'est le cas au Maroc, et comme c'est partiellement le cas en Tunisie aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes à se taire. Et le souvenir des insurrections qui rythment la vie politique et sociale depuis 2011 n'est pas mort avec les restaurations. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je voudrais vous poser à tous les trois la même question parce que c'est une question très importante, je trouve, et on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Et c'est en particulier le cas dans le Maghreb, plus que dans le Maghreb, pour un tas de raisons historiques. Est-ce qu'il y a une issue à toutes ces situations qui soient des issues, une ou des issues nationales? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une question globale sans laquelle pas y mener de sortie? Parce qu'on a toujours pensé les sorties de crise, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie ou que ce soit en Tunisie, comme des sorties nationales. Alors,
sortie nationale. Moi, je crois qu'il y a deux dimensions, et même plusieurs dimensions aux sorties de crise. Il y a évidemment une dimension nationale incontestable. C'est la dimension d'un renouvellement des classes politiques dans les trois pays, et chacun à sa manière, chacun selon son histoire, chacun selon ses forces politiques. Donc la dimension nationale ne peut pas être absente des stratégies de sortie de crise. Si je prends l'exemple de la Tunisie une fois encore, eh bien, il est nécessaire qu'une nouvelle génération politique prenne le relais de celle qui a failli. Je disais que en Tunisie, eh bien, il va falloir qu'une nouvelle classe politique prenne le relais de celle qui a failli depuis 10 ans, depuis la chute de la dictature de Ben Ali. Mais évidemment, les dimensions régionales et internationales sont également extrêmement importantes. Je ne prendrai qu'un seul exemple dans le domaine économique. Pour un pays extrêmement endetté comme la Tunisie, donc aujourd'hui, la Tunisie est dans un état de désastre économique, social, et je continuerai par environnemental, comme l'a rappelé à très juste titre Akram, et que la Tunisie ne peut pas s'en sortir sans financement international aujourd'hui. Alors, à quelles conditions? Quels peuvent être les donateurs, les prêteurs, car il n'y a jamais de donateurs. La Tunisie est engluée dans des négociations absolument impossibles avec le Fonds monétaire international. Ses alliés, évidemment, comme les monarchies du Golfe, ne débourseront pas un centime sans l'aval du Fonds monétaire international, et même l'Algérie, qui a tout intérêt à ce que la Tunisie continue à être sous sa coupe, a prêté récemment 300 millions de dollars, a fait savoir au gouvernement tunisien qu'elle ne prêterait pas davantage, il n'est pas question pour l'Algérie de donner, mais qu'elle ne prêterait pas davantage tant que la Tunisie n'avait pas conclu un accord avec le Fonds monétaire international. Donc ça, c'est une dimension économique internationale qui est extrêmement importante. Et donc, vous voyez comment l'international et le régional se relaient, se complètent à l'heure actuelle. Et alors, en relation avec les pays occidentaux, le grand paradoxe de tous les pays du Maghreb, entre leurs alliances politico-stratégiques, leurs alliances géopolitiques et la question économique, c'est que les 3/4 ou les 2/3, selon les pays, des relations commerciales de chacun des 3 pays du Maghreb se fait avec l'Union européenne. Et alors, chose encore plus paradoxale, c'est que ce n'est pas l'Union européenne qui pose réellement un problème dans le déficit des balances commerciales. Puisque si je prends une fois de plus l'exemple de la Tunisie, eh bien, la balance commerciale de la Tunisie est excédentaire avec l'Union européenne et elle est déficitaire, le déficit est abyssal avec la Turquie, avec la Chine. Donc, vous voyez comment les choses s'imbriquent les unes et les autres et comment on ne peut pas prendre un seul volet du problème. À mon sens, et je termine par là, la question des rapports de force à l'intérieur de chaque pays, de la construction de rapports de force nationaux est quand même extrêmement importante. Il ne faut pas les mésestimer au profit de l'importance de la donne régionale et internationale. Akram, Ali, votre opinion sur cette question qui me paraît effectivement très importante? Moi, je crois que s'il y a une solution, que s'il doit y avoir une solution, elle ne viendra jamais d'en bas. Elle ne viendra jamais ni du Parlement, ni du gouvernement, ni de la société civile, ni des syndicats, ni des partis politiques. S'il y a solution, elle devrait venir obligatoirement du Palais Royal. Le Palais Royal, c'est tout au Maroc, et point final. Maintenant, je veux dire, il y avait la solution, c'est Hassan II qui l'a imposé aux Marocains, c'était la solution du référendum d'autodétermination qui est bloqué. Depuis le cessez-le-feu, je crois qu'il va rester bloqué. Hein, je veux dire. Mais la solution devrait être ce référendum d'autodétermination. Si on suit un peu le discours officiel marocain, moi je parle bien du discours officiel marocain, je veux dire, ce conflit a été monté je veux dire, par l'Algérie, tous les Sahraouis veulent être marocains, je veux dire, à part le problème du recensement, parce que le Maroc il a rempli le territoire du Sahara occidental à l'époque de Driss Basri de Marocains, je veux dire, venus du Nord, au cas où un jour il y aurait
référendum. Je veux dire, si on est sûr, si l'État marocain est sûr que ce conflit a été créé par l'Algérie, moi, je le répète, à part le problème du recensement qui est très délicat, qui est complexe, donc on devrait faire ce référendum et puis normalement, selon le discours officiel marocain, on devrait gagner la partie haut la main. Maintenant, ce que moi je sais, moi ce que de mes conversations avec des responsables, anciens responsables onusiens, avec des anciens responsables politiques marocains, c'est que les Marocains n'ont pas seulement confiance, ils n'ont pas du tout confiance dans les Sahraouis qui se déclarent pro-marocains, mais ils n'ont pas non plus confiance dans ces Marocains que Hassan II et puis Driss Basri ont incrustés au Sahara pour préparer, je veux dire, le jour où il y aurait un référendum d'autodétermination. Moi, je pense que Mais alors, c'est bloqué. Oui. Akram, si je suis bien la réflexion, encore une fois, toutes nos excuses, hein, on a beaucoup de problèmes de connexion ce soir, je ne sais pas pourquoi, c'est assez incompréhensible, mais c'est les mystères de l'informatique. Je reviens vers toi, Akram. Si on partage le pessimisme un peu fondamental de Ali, si j'ai bien compris, d'où peut venir une solution qui permette de sortir de la crise autrement que par un affrontement qu'on ne peut pas imaginer même entre l'Algérie et le Maroc, quoi, qui serait une catastrophe évidente et pour les Algériens et pour les Marocains et pour l'ensemble de la région. Mais j'ai une autre question, il y a un mystère sur l'attitude de l'administration américaine. Parce qu'ailleurs, elle cherche à mobiliser contre la Chine et au profit de cette mobilisation contre la Chine, elle essaye visiblement de négocier un accord avec les Iraniens, de calmer les choses autant que faire se peut au Proche-Orient, d'éviter un basculement de l'Iran du côté chinois. Bref, il y a quand même une attitude, disons, de recherche, de retour au calme des conflits secondaires au profit du conflit, à son avis essentiel, qui est celui qui l'oppose à la Chine. Mais à ce moment-là, pourquoi laisser les Israéliens, les Marocains, jeter de l'huile sur le feu d'un processus où les Américains ont toujours été sur des positions plutôt réservées et partisanes, disons, en tout cas en parole, du processus d'autodétermination qui avait été en principe décidé par l'ONU. Il y a quelque chose que moi, personnellement, peut-être c'est mes insuffisances de connaissance du Maghreb, que je ne comprends pas. Je pense que pour cette dernière question, c'est d'abord lié à la nature de l'administration Trump, qui a tout de même fait de la normalisation entre les pays arabes et Israël un enjeu absolu, à la fois électoral, mais aussi parce que dans l'entourage de Donald Trump, on se souvient du rôle de son gendre, qui est quand même quelqu'un d'assez engagé dans la défense et la promotion des intérêts israéliens. Et donc, toute victoire était bonne à prendre. Et je pense que Donald Trump avait une connaissance absolument partielle de la situation au Sahara. Je vous rappelle que pour citer un autre exemple, lorsqu'il y avait eu la crise entre le Qatar et ses voisins, il était prêt à sacrifier le Qatar et il a fallu lui expliquer que le Qatar abritait la plus importante base américaine de la région. Enfin bref, c'est pour dire que ses connaissances en politique extérieure n'étaient peut-être pas au niveau de l'enjeu. Mais alors, ça... C'est pas la seule région, hein, Akram. Oui. Parce que quand il a donné le feu vert à l'opération de MBS contre le Qatar, il ne savait pas où était le Qatar et surtout qu'il y avait la principale base américaine dans la région, quoi. Mais alors le problème, c'est ça permet d'élargir aussi, de dire que, alors justement par rapport aux États-Unis, c'est une situation assez paradoxale qui est liée aussi à la nature du système politique américain. On le sait, ce n'est pas faire offense aux États-Unis de dire que les arbitrages et les intérêts sont souvent liés à des questions, à des lobbies qui s'expriment à Washington. Or, dans cette affaire-là, il y a à la fois un lobby pro-marocain, Washington, assez actif, et en cela, le Maroc a reçu donc le renfort et le soutien du lobby pro-israélien maintenant, puisqu'il y a cette normalisation.
Mais l'Algérie peut compter sur un lobby qui n'est pas inefficace. Elle peut compter sur un lobby, le lobby pétrolier, par exemple, qui est toujours très, très attentif à ce que les intérêts de l'Algérie ne soient pas totalement foulés aux pieds par l'administration américaine. Et je dirais pour finir sur cette question-là, c'est que pour les États-Unis, c'est tout de même, tu l'as dit, un problème secondaire. Le Maghreb n'a jamais été et n'est pas une priorité pour les Américains. Il y a un film, un documentaire récent auquel j'ai participé de Malek Ben Smaïl sur la politique américaine, la politique algérienne, la diplomatie algérienne, la politique étrangère, où l'ancien conseiller d'Obama et le désormais aussi conseiller de Bill Clinton, M. Mallet, le dit clairement. Il dit, vous savez, nous, l'Algérie, en gros le Maghreb, pour notre administration, c'est secondaire. Ça a de l'intérêt si ça a un rapport avec le Proche-Orient, ça a de l'intérêt maintenant un peu à cause du Sahel et de ce qui s'y passe, mais ce n'est pas du tout prioritaire par rapport à ce qui peut se passer en Égypte ou au Proche-Orient. Mais si tu veux, oui, je comprends ce que tu dis, mais simplement, on est maintenant quand même avec une administration Biden qui est un peu plus claire aux yeux du monde sur ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle donne la priorité à la lutte pour défendre ce qui reste d'hégémonie américaine contre la Chine, accessoirement contre la Russie, mais c'est surtout contre la Chine. Et donc, tout ce qui peut gêner cet objectif-là de rassemblement des alliés dans ce que certains appellent une nouvelle guerre froide, je n'aime pas du tout l'expression, parce que la guerre froide, c'est deux systèmes antagonistes, ce n'est pas le cas. Là, on est plutôt dans des contradictions qu'on aurait dit il y a longtemps inter-impérialistes. Mais là, je veux dire, bien sûr que le Maghreb est secondaire, mais si la tension entre l'Algérie et le Maroc devait déraper, si on avait un affrontement, alors ce serait catastrophique du point de vue américain. J'ai un ami, par exemple, ici, qui nous écoute et qui nous dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, en cas de tension trop forte, de précipiter l'Algérie dans les bras de la Russie ou de la Chine? Bon, j'imagine qu'il y a effectivement, bien entendu, c'est un problème pour les intérêts américains, mais je pense que là encore, le vrai perdant, outre les Maghrébins eux-mêmes, c'est-à-dire que si demain on a une crise grave, un conflit même de basse intensité, c'est d'abord les populations maghrébines et les jeunesses maghrébines qui seront impactées. Ce ne seront pas les dirigeants ni les élites de part et d'autre qui seront concernés. Ce sera les soldats qui seront mobilisés, qui seront envoyés au front, et on sait comment ce genre de choses peut déraper. Mais si on doit lister l'impact, graduer l'impact, donc les populations maghrébines, l'avenir de la région, mais le premier perdant dans l'affaire, c'est l'Europe. Je rappelle qu'en Europe, on a des communautés algériennes, on a des communautés marocaines, et tout cela ne sera pas neutre si demain on a une dégradation de la situation. Pour être un peu optimiste, je rappellerai aussi qu'il y a une constante dans les relations algéro-marocaines. Quand on regarde l'histoire des pays des indépendances, on se rend compte qu'on a eu à plusieurs reprises, et c'est dit dans la manière de voir, effectivement, des crises qui ont atteint des niveaux paroxystiques. 1963, la guerre des sables, il y a un conflit. 1975-76, à cause du Sahara, accrochage à Amgala 1, Amgala 2. 1994, attentat à Marrakech et à Casablanca, si je me souviens bien, et donc fermeture des frontières, imposition des visas. À chaque fois, ça a été le même scénario, c'est-à-dire qu'on a une période de tension très vive où on craint le pire. Ensuite, on a une espèce de gel de la situation. Et ensuite, on revient à une sorte de paix froide où beaucoup de choses se passent à un niveau, je dirais, inférieur. On recommence à avoir des délégations des uns et des autres, des compétitions sportives en commun. Et donc, on a une normalisation de paix froide qui peut durer plusieurs décennies, qui peut durer 15 ans, 20 ans, jusqu'à la crise d'après. Là, effectivement, c'est quand même une crise plus grave, mais on en est là. Voilà, c'est
Sophie, je voudrais vous demander si l'analyse d'Akram est juste, elle me semble vraiment convaincante. L'Europe et la France devraient jouer un rôle d'apaisement et de recherche de solutions. Or, on a l'impression à Paris, et ce n'est pas nouveau en fait, d'une grande difficulté à envisager les choses d'un point de vue algérien, en tenant compte du point de vue algérien, et au contraire d'une grande complaisance à l'égard du pouvoir marocain. Moi, j'ai été personnellement, alors là je parle vraiment comme citoyen, très choqué que le président de la République, le Premier ministre, plusieurs ministres français soient écoutés par les services marocains avec le logiciel israélien Pegasus, sans qu'il y ait eu la moindre protestation, disons, de longue durée. On a eu un petit cri de l'Élysée, et puis après, on a su que l'Élysée avait mis son mouchoir dessus et s'était arrangé avec Bennett et Lapide pour que la chose ne soit… On a l'impression que le Maroc est l'enfant chéri de la France de longue date. Tout le monde est passé à la Mamounia dans la classe politique française, ou presque. Et donc, on a l'impression d'une impuissance de la France à jouer un rôle avec l'Europe, bien sûr, pour essayer d'apaiser au moins les tensions et de frayer la voie d'une issue. Oui, il est tout à fait vrai, puisque Akram a employé le terme de lobby tout à l'heure en parlant de Washington. Il est évident qu'il y a en France un lobby marocain extrêmement puissant, dont on connaît plus ou moins les personnalités l'animent, et qu'il y a eu d'ailleurs avec le cynisme le sien, incontestablement. Et donc, ce lobby marocain est tout à fait important, tout à fait puissant. Cela dit, la France, je pense, les gouvernements français successifs n'ont jamais voulu être anti-algériens. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une position d'équilibriste permanent. Ça, je parle de la France, je parlerai de l'Union européenne dans une minute. Dans une position d'équilibriste permanent parce que l'importance des liens franco-algériens n'est pas à démontrer, on le sait très bien sur plusieurs plans. L'importance de la population d'origine algérienne en France est absolument déterminante dans ces rapports, et la France ne peut pas se permettre, on le voit avec les derniers soubresauts des concurrences mémorielles et des conflits de type mémoriel, la France ne peut pas se permettre de rompre avec l'Algérie. Alors, il y a un tropisme marocain. On peut faire d'ailleurs remonter ce tropisme marocain à Lyotet, si on veut, hein, cette espèce de fascination française de type très orientaliste, d'ailleurs, d'une certaine façon, pour la monarchie marocaine qui n'est pas neutre, hein, et le Maroc a très bien su toujours jouer de cette fascination de type orientaliste. Et donc, eh bien, il est vrai que la France est extrêmement discrète sur la question de la marocanité du Sahara et penche plutôt, évidemment, et discrète officiellement, mais penche vers la position marocaine en matière de marocanité du Sahara, c'est incontestable, tout en essayant de garder un langage qui permette de ne pas rompre, de ne pas se mettre à dos l'Algérie. Donc la France est dans une position extrêmement délicate entre son alliance évidente avec le Maroc, qui est quand même du côté occidental dans sa politique générale, et la nécessité vitale avec l'Algérie. Maintenant, l'Union européenne. Est-ce que je peux vous interrompre juste avant que vous parliez de l'Europe, Sophie, sur la France? Oui. Parce qu'on a l'impression qu'il y a deux Emmanuel Macron. Il y en a un qui était candidat, qui a été à Alger, et à Alger, il a parlé du crime contre l'humanité qu'avait représenté la colonisation et en particulier la guerre d'Algérie. Et puis, on a aujourd'hui un Emmanuel Macron qui parle beaucoup de l'Algérie, mais c'est surtout des harkis dont il parle. Et il a même réussi à faire un discours récemment où il a oublié les responsabilités de l'OAS dans l'affaire de la rue d'Ifni. Donc, on ne sait pas exactement où se trouve cette recherche d'arrangement, disons, avec l'Algérie. Non, je crois que le président Macron, à l'heure actuelle, effectivement, essaye cette espèce de quadrature du cercle, d'une certaine façon, de réconcilier tout le monde avec tout le monde. Donc, il a un mot pour chacun. Bon, on sait très bien toutes les
les communautés, c'est un mot que je n'aime pas employer, différentes qui ont un rapport avec. Donc, effectivement, il n'est jamais revenu sur le terme de crime contre l'humanité. Les associations de pieds noirs lui ont demandé de démentir la phrase qu'il avait prononcée quand il était candidat. Il n'a jamais voulu le faire explicitement, ce qui est quand même, ce qui n'est pas inintéressant. Mais cette quadrature du cercle de Macron, c'est de vouloir donner satisfaction à chacun. Donc, un mot pour les Algériens, la renaissance de la mort sous la torture de Maurice Audin et de Baumengel, bien sûr, hein, qui est quand même, qui n'est pas totalement anodine, tout de même, et des mensonges par omission, par exemple sur la reconnaissance du crime du 17 octobre 1962, pardon, 1961. Oui, 61, bien sûr. Et tout en mettant toute la responsabilité sur le préfet Papon, comme si le préfet Papon était un extraterrestre et n'avait pas reçu d'ordre du gouvernement français. Hein, si horrible que soit le personnage de Papon, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement facile de le mettre sur le dos, parce que c'est un personnage horrible. Il y avait un ministre de l'Intérieur à l'époque, Roger Frey, hein, qui obéissait aux ordres du président de la République, qui s'appelait Charles. Absolument. Donc, il a tout mis sur le dos de Papon, ce qui était facile, ce qui dédouanait l'État français d'une certaine façon. Donc là aussi, il a essayé de privilégier les contraires. Ensuite, de quoi? Un mot pour les harkis, effectivement, d'empathie, car il est vrai que la responsabilité en tant que supplétif de l'armée française, il est évident qu'il y a un sort absolument déplorable, aussi bien en Algérie qu'en France. Et en France, la responsabilité de l'État français est quand même écrasante là-dessus. Et puis alors, cerise sur le gâteau, là, la réception des communautés représentatives des Pieds Noirs, où là aussi, il a joué un rôle d'équilibriste en disant, je vous comprends, vous avez vécu une tragédie, mais sans rien dire de l'histoire. Donc, la position du président Macron est cette espèce de, voilà, je veux réconcilier les mémoires. Je crois qu'il ne s'agit pas de réconcilier les mémoires dans cette affaire. Il y a des mémoires qui sont irréconciliables. Et c'est normal. C'est normal. Il s'agit de réconcilier l'aujourd'hui et non pas la mémoire. C'est la même chose, puisque vous, Dominique, qui travaillait beaucoup sur la question israélo-palestinienne, jamais, à mon sens, le récit palestinien et le récit israélien ne se réconcilieront. Il est impossible de réconcilier les récits. Maintenant, comment on peut faire pour construire le futur? C'est ça qui est important. Ce n'est pas réconcilier des récits réconciliables. Voilà un peu comment je peux répondre à cette... Un petit mot, Ali, si vous voulez bien, pour Ali Mrabé. Je ne veux pas, Ali, vous fâcher avec tout le monde. Je sais qu'au Maroc, c'est compliqué. Je ne veux pas rendre votre situation plus difficile. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'attitude de la France par rapport au Maroc, au régime marocain? Moi, je pense que je le dirais avec des mots assez expéditifs, non? Mais moi, je pense que le Maroc, le pouvoir marocain, et ça on le sait depuis toujours, il tient beaucoup de monde, hein, il tient beaucoup de politiciens français avec je dirais des mots peu scrupuleux, quoi. Vous voulez dire comme Saddam Hussein dans le temps? Ouais, un petit peu plus. Sauf que les Marocains, ils savent bien s'y faire, quoi. Moi, je veux dire, quand vous voyez les noms des politiciens de droite et de gauche qui sont passés par le Maroc, on devine facilement, quoi. Non, il n'y a pas que ces pratiques, on dirait entre guillemets, douteuses, mais il y a aussi une certaine générosité, entre guillemets, marocaine. Vous voulez dire que la route du pouvoir passe par la Mamounia, quoi? Oui, par la Mamounia et par beaucoup de choses d'autres, hein, aussi, hein. Moi, je pense que la presse française est la sortie des choses épiques sur beaucoup de responsables, de très, très, très hauts responsables français qui sont passés par le Maroc. Je veux dire, un hebdomadaire comme le Canard enchaîné, il a sorti des choses incroyables. Mais bon, nous, on sait qu'il y a une sorte d'amitié, entre guillemets, entre le pouvoir marocain et en tout cas, le voile pudique jeté sur l'affaire Pegasus
avec le président de la République, le Premier ministre, des ministres écoutés par le Maroc avec un logiciel israélien et tout ça, on n'en parle plus chez nous. On en parle beaucoup en Israël, on en parle beaucoup ailleurs, mais pas en France. C'est quand même un signe de complaisance, je trouve, extrême. Voilà, je suis désolé pour tous les problèmes techniques que nous avons eus. C'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'on a eu autant de mal. Je vous remercie beaucoup pour vos lumières, à vous trois, et j'espère que nos amis s'y seront un peu retrouvés, mais objectivement, il faut lire le Manière de voir pour s'y retrouver vraiment, parce que c'est une situation très compliquée avec des dimensions, comme on a vu, très diverses, à la fois de géopolitique traditionnelle, de mouvements sociaux, de difficultés dans la sortie de crise fondamentale qui est celle du Maghreb et qui n'est pas la crise du Sahara, qui est la crise des sociétés maghrébines telles qu'elles sont aujourd'hui confrontées à des situations terribles. En tout cas, merci infiniment à vous tous.